Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il est très difficile d'explorer la surface d'une planète ou d'un astre lointain. La pesanteur y est souvent plus faible que sur Terre et on ne connaît pas la teneur du terrain. Est-il dur? Est-il mou? Il y a parfois des surprises. Lorsque la sonde Osiris-Rex a touché l'astéroïde Bennu, elle a par exemple fait voler bien plus de gravier que ce qui était attendu. Lorsqu'on souhaite explorer une surface qui n'a justement jamais été explorée, il faut donc parfois sortir de nos habitudes terrestres. Les rovers à roues ont permis une grande partie de l'exploration du système solaire, sur la Lune et sur Mars. Les drones à hélice sont en train de se trouver une place à leur côté avec la mission d'Ingenuity sur Mars et celle de Dragonfly sur Titan. Pour aller explorer certains milieux, il faudra cependant peut-être développer des véhicules qui n'existent pas sur Terre, puisque les contraintes qu'on cherche à surmonter ne sont pas présentes sur notre planète. Il y a certains milieux dans le système solaire qui sont scientifiquement extrêmement intéressants, tout en étant très difficiles d'accès. C'est par exemple le cas des océans souterrains d'Europe et d'Encelade. La vie s'y cache peut-être sous plusieurs kilomètres de croûte de glace, un milieu qui nous apparaît inaccessible depuis la Terre. Encelade présente cependant peut-être une opportunité qui permettrait l'exploration robotique de ces océans. Au niveau de son pôle sud, là où elle émet des geysers, sa croûte semble fracturée. Il pourrait donc être possible d'envoyer un robot à travers ces fractures pour peut-être descendre jusqu'à l'océan. Seulement, c'est une tâche impossible pour un rover ou pour un drone à hélice. Aussi, au JPL, on développe depuis quelques années un nouveau type de robot qui pourrait être entièrement dédié à cette tâche. Ils prennent la forme de serpents et sont conçus pour être aussi bien à l'aise dans des pentes et dans des escarpements difficiles que dans un océan. L'exploration d'Encelade n'est certainement qu'une affaire de temps. La NASA a déjà prévu une mission pour explorer la surface de Titan. S'il est possible d'atteindre Titan, il devrait être possible d'atteindre Encelade. Les deux lunes gravitent toutes deux autour de Jupiter. L'agence spatiale européenne, l'ESA, a également récemment exprimé son intérêt pour Encelade. Elle souhaite y mener une mission dans les décennies qui viennent et peut-être concevoir un atterrisseur pour descendre à la surface. L'exploration d'Encelade se fera certainement sous le signe de l'exobiologie. C'est actuellement la cible la plus intéressante de tout le système solaire pour chercher la vie extraterrestre. Seulement, cette vie, si elle existe, se cache dans un profond océan enfoui sous des kilomètres de glace. Explorer un tel milieu ne pourra pas se faire de manière conventionnelle. Pour savoir si l'océan d'Encelade est habitable, voire habité, il va falloir s'en rapprocher le plus possible. On a vu des concepts de missions proposant des systèmes de forage ou des sous-marins autonomes. Tous demandent cependant des sources d'énergie et des technologies qui sont encore hors de portée. La démarche du JPL paraît donc ici pertinente. Plutôt que d'essayer de creuser la glace jusqu'à l'océan, pourquoi ne pas essayer d'emprunter des ouvertures naturelles? Le pôle sud d'Encelade est la source de puissants geysers. Ils prennent racine dans de profondes rainures, lesquelles pourraient avoir une connexion directe avec l'océan. Ce n'est pas une certitude, et l'interface entre l'océan et les geysers pourrait être aussi bien liquide que solide ou gazeuse, voire un peu des trois. Pour explorer l'océan d'Encelade par ses voies naturelles, il faut donc imaginer un robot capable de descendre un terrain très escarpé et de nager par endroits. C'est ce problème qui a poussé le JPL à lancer le programme EELS, pour Exobiology Extant Life Surveyor. Depuis 2019, une équipe travaille à améliorer continuellement un prototype de robot serpent pensé pour l'exploration des milieux extrêmes. Dans sa version actuelle, il fait 4 mètres de long pour 100 kg. Il est constitué de 10 segments reliés entre eux par des articulations. L'analogie avec un serpent terrestre s'arrête cependant ici. EELS ne se déplace pas en louvoyant. Chacun de ces segments est recouvert d'un cylindre tournoyant sur lesquels sont fixés des pas de vis. Ce sont eux qui permettent au robot de créer de la traction, d'adhérer à une surface et de le propulser dans une direction. Le JPL a testé différents matériaux et configurations de pas de vis. Dans la glace, il semble que des vis en métal offrent la meilleure performance. Ce choix a été fait car le terrain d'exploration est complètement inconnu. Sur Terre, la méthode de déplacement d'un serpent fonctionne car la pesanteur est forte. Elle presse le corps du serpent contre la surface et lui offre la traction nécessaire pour faire jouer ses muscles.
Sur Encelade, la pesanteur sera beaucoup plus faible. À ça s'ajouteront les geysers dont la pression exacte est mal connue. Il se pourrait donc qu'un serpent d'exploration ne chute pas naturellement à travers les crevasses du pôle sud d'Encelade, voire même qu'il en soit repoussé. La méthode des vis permet de se fixer contre une ou deux parois et d'avancer dans la direction voulue, quelles que soient les autres forces en présence. La conception d'un tel moyen de locomotion n'est pas le seul défi, car il faut en plus le rendre autonome. En effet, au niveau d'Encelade, les allers-retours des communications prennent plusieurs heures. C'est un délai qu'on ne peut pas se permettre lorsqu'on est en train de descendre une pente glacée raide soumise à des geysers réguliers. EELS doit donc être capable de capter son environnement, de l'analyser et de prendre les décisions nécessaires pour progresser vers son objectif. C'est un travail beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Les rovers à roues et les quadcoptères peuvent s'appuyer sur une expérience de développement importante pour les applications terrestres. Des milliers d'ingénieurs de par le monde savent comment faire naviguer un véhicule à roues ou à hélice de manière autonome. En revanche, lorsqu'on parle d'un serpent censé descendre dans des crevasses de glace, il faut partir de zéro. C'est quelque chose que personne n'a jamais fait, même sur Terre. Les bases sont cependant les mêmes. Tout démarre par une suite de capteurs. Pour saisir son environnement, EELS a recours à 4 caméras stéréo. Chacune d'entre elles a en fait 2 capteurs. Ils capturent une même image mais depuis 2 positions légèrement écartées, un peu comme vos 2 yeux. Cela permet d'extraire des informations de profondeur et d'offrir une compréhension 3D de ce qui se trouve autour du robot. Un lidar, une sorte de radar laser, complète cette suite. Les ingénieurs du JPL réfléchissent également à doter leur serpent de capteurs de pression, qui fonctionnent un peu comme les moustaches d'un chat. Lorsque les geysers seraient en activité, le robot pourrait déceler le flux de pression et l'analyser pour comprendre le terrain. À partir de toutes les données récoltées, des algorithmes comparent l'environnement perçu à une librairie de terrain disponible, auquel il faut alors appliquer une solution. Une manière de se mouvoir et de se contorsionner pour passer un obstacle. Une commande est alors transmise aux 48 actionneurs qui permettent au robot de se mouvoir. Les ingénieurs du JPL ont imaginé tout un tas de situations. Leur robot peut même descendre une crevasse étroite en s'appuyant simultanément sur ces 2 parois. Bien entendu, tous ces efforts ne servent à rien sans instruments scientifiques et sans aucune source d'énergie. Ces aspects constituent les défis les plus importants de l'architecture. En plus de ces caméras, EELS pourrait embarquer un microscope holographique numérique, placé un peu derrière sa tête. Il permettrait de faire des images avec une précision inférieure à 1 micron, ce qui mettrait en évidence d'éventuels micro-organismes. D'autres instruments peuvent être envisagés, mais il faut qu'ils soient compatibles avec une forme étroite, une masse très contenue et une certaine frugalité énergétique. En effet, trouver une source d'énergie fiable est un des problèmes les plus complexes à résoudre pour le projet. Et il faut qu'elle survive tout le temps du trajet jusqu'à Encelade, ce qui représente plusieurs années, auxquelles il faut ajouter le temps de la mission sur place. Saturne étant très éloigné du Soleil, les panneaux solaires peuvent être oubliés. Ils ne serviraient de toute manière pas à grand chose au fond d'une crevasse. La seule source d'énergie possible est l'énergie nucléaire. Ici, plusieurs solutions se dessinent. On pourrait imaginer laisser un réacteur ou un RTG à la surface. EELS pourrait alors y être relié par un câble qui servirait également à faire remonter les informations obtenues par le robot. Seulement, il faudrait prévoir des kilomètres et des kilomètres de câbles si on souhaite descendre jusqu'à l'océan, ce qui représente une masse importante. On pourrait également essayer d'intégrer un RTG amélioré et miniaturisé directement dans le serpent. Les travaux sur un générateur à cellules thermo-radiatives dont on a discuté il y a 2 semaines pourraient ici trouver une application. Avec une efficacité multipliée par 25 par rapport à un RTG classique, le serpent pourrait se trouver les quelques dizaines ou centaines de watts nécessaires à ces opérations. Il aurait toujours besoin d'un câble pour faire remonter ces données jusqu'à la surface, mais celui-ci pourrait se contenter d'être beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Un RTG intégré dégageant de la chaleur, cela pourrait cependant jouer sur les propriétés motrices de EELS et la manière dont il descend dans la glace. Le projet reste ainsi à un état de concept très précoce. On manque encore de beaucoup d'informations pour décider si c'est une méthode qui fonctionnerait bien ou non. La taille des fissures dans la croûte du pôle sud d'Encelade est par exemple inconnue. Si elles font moins de quelques centimètres d'ouverture au minimum, il sera impossible d'y faire entrer un robot, même si ce dernier est aussi fin qu'un serpent. Dans le pire des cas, le JPL pense que son architecture pourrait avoir une utilité sur la Lune et sur Mars.
Ces capacités de déplacement hors normes permettraient l'exploration de milieux qui restent inaccessibles aux rovers et aux drones. Maintenant que les drones à hélice commencent à bien s'implémenter dans l'exploration spatiale, on peut commencer à se tourner vers de nouvelles architectures qui exploitent les progrès fulgurants de la robotique et de la navigation autonome. C'est ainsi peut-être un serpent doté de vis qui nous permettra un jour de découvrir la vie extraterrestre. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.